l'enregistrement. Vous m'entendez dans le son, dans les haut-parleurs là? Ouais? Ok. Donc, juste le temps que ça démarre. C'est bon, a priori ça a démarré. Donc, vous avez compris qu'on enregistre pour demain, ce qui explique la présence de la petite caméra, ce qui explique aussi le fait que des fois, je ne vais pas m'adresser à vous, je vais m'adresser à ceux du matin. D'accord? Donc, vous inquiétez pas pour ça. C'est normal, mais vous commencez à avoir l'habitude maintenant de cette manière de faire. Alors, on parle donc d'oxydoréduction. C'est le troisième ED du E3 sur l'oxydoréduction, la partie que l'on a vue ensemble. Deux petits points que je voudrais préciser à cause de, disons, de deux questions, on va dire. Une vraie question, et puis l'autre chose, c'est plutôt quelque chose que je sens poindre. La double barre, dans les derniers schémas que je vous ai montrés, d'accord, elle représente un pont salin ou une membrane. D'accord, c'est ce que j'ai dit. C'est une séparation physique entre les deux électrolytes. S'il y a deux électrolytes, mais s'il y en avait trois, vous en mettez deux de pont salin ou de membrane, etc. Donc c'est une séparation physique. Donc ça, c'était ce qui était dans le cours. Et dans un exercice, on ne doit pas nécessairement, en tout cas, je ne devrais pas, moi, nécessairement, respecter les conventions. Quand on est dans la vraie vie, entre chimistes, et qu'on discute, ou qu'on écrit un bouquin, on respecte les conventions. Je parle de l'écriture de droite à gauche. À gauche, on met les produits, à droite, on met les réactifs. Enfin, à gauche, on met les réactifs, à droite, on met les produits. On place toujours la cathode du côté droit, l'anode du côté gauche, etc., etc. D'accord? Ça, on doit le faire. Mais vous êtes dans une situation d'évaluation. Donc, écrire ou présenter les choses dans le mauvais ordre, ça peut être juste une forme d'évaluation. Donc, ne prenez pas pour argent comptant, par exemple, quand on vous présente un couple redox, que le premier qui est présenté, c'est forcément la forme oxydée. Ça peut faire partie du processus d'évaluation dans un exercice, que ce soit en examen ou que ce soit en TD, de justement ne pas les présenter dans le bon ordre pour que vous, justement, vous les remettiez dans le bon ordre. Et donc, on vérifie qu'effectivement, vous savez qu'il y a une manière de présenter, une manière de faire les choses qui est la bonne. D'accord? Donc, ne comptez pas forcément sur le fait que ce sera présenté correctement. Ça peut très bien ne pas l'être et il y a de bonnes raisons pour ça. C'est bon? Ouais? Ok. Donc, ces points-là étant faits, vos petits boîtiers, vous les réglez sur le canal 17. Donc, sur le canal 17, les petits boîtiers. Le micro qui s'écroule, c'est pas grave. Voilà, donc on va entendre les petits bip-bip, si vous n'y étiez pas. Et dès que vous aurez connecté vos petits boîtiers, je vais vous demander de répondre à cette question-là. Donc, si vous n'avez pas de boîtier, vous pouvez en prendre une. Passé. Donc, vous avez vu que dans le cours, j'ai utilisé plusieurs fois, en fait, pas seulement dans le dernier cours d'oxydoréduction, mais déjà précédemment, dans les cours précédents, un outil qui vous demandait d'utiliser vos propres systèmes pour répondre à des questions. Et donc, voilà, quand on utilise un outil, on doit évaluer la qualité, la pertinence et l'impact de cet outil. C'est ce que je vous demande là. Donc en deux temps, d'abord, je n'ai pas répondu parce que vous m'emmerdez, monsieur Cavalli. D'accord? Je suis venu en cours pour, je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin bref, pour prendre le cours sans doute, écouter un peu. J'aurais bien répondu, mais je n'ai pas pu. Ce qui serait intéressant de décliner ensuite, éventuellement, mais là, comme les situations risquent d'être très différentes les unes des autres, si vous auriez bien voulu répondre, mais que vous n'avez pas pu, ce sera intéressant de me faire répondre, de me faire remonter le pourquoi vous n'avez pas pu. C'est un problème matériel, c'est un problème technique, c'est autre chose, j'en sais rien, d'accord? Mais vous auriez bien voulu. Il est bien entendu, et là je m'adresse à ceux qui sont en différé, que eux, évidemment, ils n'ont pas pu répondre puisqu'ils n'étaient pas là, d'accord? Donc ce n'est pas la peine de me dire, on n'était pas dans la salle avec vous, ok? Ça, je m'en doute bien. Celle-là, elle est bien acquise comme j'ai pas pu, d'accord? Et si vous avez répondu, avec quoi vous avez répondu? Parce que moi, ça m'intéresse d'avoir un petit retour sur le type d'équipement. C'est à part
le type d'équipement que vous avez pu utiliser. Voilà, donc je vous laisse juste quelques secondes. Vous en profitez pour vérifier que vos boîtiers marchent bien, hein, voilà, tout simplement. Également, comme ça, si vous avez bien le petit OK dans le coin, c'est que tout fonctionne. Moi, je vérifie que ça fonctionne aussi de mon côté. On ne doit pas être loin du compte, là. Donc, waouh! À 80%, vous étiez sur vos smartphones, quand même. Enfin, c'est pas très étonnant, hein. A priori, c'est surtout fait pour répondre depuis les smartphones, mais j'avais l'impression que dans la salle, il y avait plus de PC que ça. Mais ils ne doivent pas être connectés à Internet, vos PC. Okay. Alors, donc, on avance. Donc, vous avez le premier exercice. Donc, vous avez la feuille, hein, vous avez pu la télécharger sur Moodle. Et il vous est demandé de déterminer donc le nombre d'oxydation du chlore dans MgClO2. Je ne suis même pas tout à fait sûr que MgClO2, ça existe réellement, hein, d'accord, qu'on puisse le faire. Ça n'a aucune espèce d'importance. OK ? Et donc, vu que c'est une espèce typique de la chimie minérale, pas de la chimie orga, il ne s'agit pas ici de dessiner sa formule pour essayer de répartir les électrons. D'accord ? En chimie minérale, on a des composés qui se plient très très mal à l'établissement de formules de Lewis. Et donc, comme les formules de Lewis sont difficiles à établir, forcément, on ne se base pas sur la formule de Lewis en répartissant les électrons auprès de celui qui est le plus électronégatif. On le fait par différence, et ça fonctionne bien par différence s'il y en a un seul que l'on ne connaît pas. D'accord ? Donc si sur l'ensemble des éléments chimiques qui sont représentés dans la molécule, il n'y en a qu'un que l'on ne peut pas évaluer a priori, dans ce cas, on peut travailler par différence. Et c'est le cas ici, a priori, le seul que vous ne connaissiez pas, justement, vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas estimer a priori la valeur du nombre d'oxydation, c'est bien le chlore. Donc là, il s'agit simplement de respecter les règles qui sont dans le cours, hein. Les Grecs qui vous dit en général celui-ci est comme ci, en général celui-là est comme ça, etc., etc. C'est bien ça. Hein. C'est bien exactement ce qui est demandé. Et comme d'habitude, hein, l'idée c'est que vous vous appuyez sur le cours que vous avez, puisque le cours, vous l'avez avec vous. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Alors, vous avez dû noter dans l'énoncé que vous avez récupéré sur Moodle qu'on a 4 petits exercices au départ et après on part directement sur des sujets tirés des annales, donc des années précédentes. D'accord ? Donc, qui sont de fait, hein, par nature, très représentatifs de ce qui vous attend, voilà, puisque c'est des annales. Et on est à peu près à la moitié qui ont répondu, là. Alors, une question de ce type-là, d'accord ? Ben, ce n'est pas une question, en fait. Ça, c'est juste un truc à faire dans une question. Okay ? Pas une question qui serait posée comme ça. Donc, ça veut dire que si c'est un truc dans une question, ça doit être fait super rapidement. Et juste, hein, bien entendu, parce que super rapidement et faux, ça ne sert strictement à rien. Mais ça doit être fait très rapidement. Alors, vous ne pouvez pas le voir hein, parce que j'ai 2 écrans.
là sous le nez, mais quand j'appuie sur le petit bouton là, il reste 15 secondes. D'accord? Donc, voilà, prenez l'habitude, quand j'appuie sur le bouton, il reste 15 secondes, je le signalerai. Hein. Donc là, maintenant, j'appuie sur le bouton, il reste 15 secondes pour appuyer sur les vôtres de boutons. Alors, j'ai mes résultats, je regarde ça. Ça fait 51% de bonne réponse. 51% de bonne réponse, ça dépend si je vois la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Hein. Il y en a la moitié qui ont bien répondu, ou il y en a la moitié qui n'ont pas bien répondu. Alors, de toute façon, le principe, d'accord, de la méthode par différence, il n'y en a qu'un. C'est la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments qui sont présents dans la molécule ou dans l'ion est égale justement à la valeur algébrique de l'espèce considérée. Donc ici, on a une molécule, donc ça doit faire 0. Ce qui sous-entend que le nombre d'oxydation du Mg plus le nombre d'oxydation du chlore plus 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y en a 2, quoi, tout simplement. Donc c'est le nombre du NO plus le nombre d'oxydation du premier oxygène plus le nombre d'oxydation du deuxième oxygène. S'ils sont au même nombre d'oxydation, j'ai juste à faire 2 fois. Par contre, si je soupçonnais le fait qu'ils ne soient pas au même nombre d'oxydation, je ne fais pas x2, je fais le premier plus le deuxième. OK? Voilà. Si là, j'en connais 2 sur 3, je peux calculer le troisième. Le magnésium, c'est un alcalinotéreux. Il est dans la deuxième colonne. Les alcalinotéreux sont généralement à plus 2. Donc, a priori, celui-là, je peux dire qu'il est à plus 2. L'oxygène, vu qu'il est tout à droite du tableau, il y en a bien un qui est plus électronégatif que lui, c'est le fluor. D'accord ? Mais là, on n'a pas de fluor, donc on est tranquille. C'est un des éléments les plus électronégatifs du tableau périodique. Donc ça veut dire que lui, généralement, il est chargé, il va récupérer les électrons. À -2 la plupart du temps, mais éventuellement à -1 si on est dans une espèce de type peroxyde. C'est-à-dire qu'on a une liaison oxygène-oxygène. Et pour avoir une liaison oxygène-oxygène, il y a un critère impératif que vous devez systématiquement chercher. C'est est-ce qu'il y a au moins 2 oxygènes? Ben oui, pour avoir une liaison oxygène-oxygène, il faut au moins 2 oxygènes. Donc quand vous avez une espèce où il n'y a qu'un oxygène, point, vous êtes tranquille, vous savez que ce n'est pas un peroxyde. Et puis donc ça veut dire que l'oxygène est très probablement à -2. Okay? Maintenant, là, des oxygènes, on en a 2. D'accord? Ah, donc c'est un peroxyde ou c'est pas un peroxyde? Ben, en l'état là, vous, tel quel, avec juste les données qui sont là, vous ne pouvez pas répondre. Soit on doit vous donner sa formule dans le système de Lewis. Et dans ce cas, vous voyez s'il y a une liaison oxygène-oxygène. Dire, ça se voit, elle est dessinée sous vos yeux, la molécule. Donc là, c'est clair. Soit on vous donne éventuellement son nom. Et si on vous donne son nom et que dans ce nom, il n'y a pas expressément quelque chose comme peroxyde ou peracide, parce qu'on peut trouver les deux, d'accord? Et bien dans ce cas, vous êtes tranquille, ce n'est pas un peroxyde. Ce n'est pas un peroxyde parce que cette fonction peroxyde, elle est très, très réactive. Et les chimistes ont tendance à nommer les composés par rapport à leurs fonctions les plus réactives. Donc, si c'est un peroxyde, on le mettra quelque part, on le collera quelque part parce que c'est important. Ça, c'est une chlorite, d'accord? Chlorite, pas peroxyde de chlore ou un truc dans le genre, d'accord? C'est une chlorite.
La troisième possibilité pour laquelle vous pourriez le savoir, c'est tout simplement qu'on vous l'a déjà dit. On vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà vu. Donc vous savez que ce n'est pas un peroxyde. Donc il y a trois manières de le savoir. On le voit parce que la molécule est dessinée. On l'entend parce qu'on a le nom du composé, il n'y a pas peroxyde dedans. Ou on le sait, tout simplement. Parce qu'on l'a déjà rencontré, on nous l'a déjà dit, c'est noté dans nos cours ou dans un truc dans le genre, et donc on sait que ce n'est pas un peroxyde. Okay, et à compter de maintenant, hein, on est bien d'accord que vous avez deux points sur 3. Vous savez que c'est une chlorite, et vous savez que ce n'est pas un peroxyde parce que je l'ai dit. OK? Maintenant, vous n'avez pas la formule, mais ça, on s'en fiche. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, ce n'est pas un peroxyde. Si ce n'est pas un peroxyde, ça veut dire que, de fait, ici, j'aurai 2 fois moins 2. Alors après, vous réarrangez ça pour faire le calcul, vous le faites directement de tête, je dirais c'est vous que ça regarde, d'accord? Moi, je n'ai pas la sensation qu'il y a vraiment besoin de réarranger ça pour en déduire que le NO du chlore, c'est plus 2. Mais si vous avez besoin de réarranger ça pour être tranquille, pour être sûr de vous, ben, réarrangez-le pour faire le calcul à proprement parler. Okay, puis à la limite, si vous êtes suffisamment confiant et que vous le faites directement de tête, en disant j'ai déjà plus 2, j'ai 2 fois moins 2, ben, c'est forcément qu'il me manque un plus 2. D'accord, directement dans votre tête, ben, tant mieux pour vous, vous avez gagné du temps par rapport à l'écriture sur le papier. Bon, maintenant, ne gagnez pas 5 à 10 secondes pour perdre des points parce que vous êtes foutu dedans quand vous avez fait le calcul de tête. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'accord? On ne gagne pas 10 secondes en risquant de perdre les points qui se trouvent là-dedans. Parce que quand je parle de points, ce n'est pas les points qui sont liés directement à ce calcul, mais si vous faites ce calcul faux, vous allez forcément perdre les points de toute la question, voire peut-être de la question suivante et encore de celle d'après, si vous êtes dans un problème. D'accord? Ça ne vaut pas le coup de gagner 10 secondes en prenant de tels risques. Donc vous l'écrivez, vous faites ça tranquille, vous recalculez 2 fois d'ailleurs en fait, hein, pour être sûr d'avoir ça juste, parce que c'est le point de départ de tout ce qui se trouve derrière. OK? Ben voilà, ça fait plus 2. Bon, maintenant, ceux qui savaient aussi que MgClO2, ça se décompose en Mg2+, plus ClO2 de moins, c'est la même chose, d'accord? Dire que Mg il est 2+, ou dire qu'il est plus 2 au niveau d'oxydation, c'est exactement la même information. D'accord? Donc vous l'avez décomposé, vous le prenez directement dans la forme complète, ça ne change strictement rien, on trouve le même résultat. OK? C'est pareil. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Ça va? Bon. Mais ça doit être quelque chose qui doit se faire très, très, très rapidement. Donc, histoire de vous exercer un peu, vous fouillez dans les annales, vous faites des exercices qu'on peut trouver dans plein de bouquins à plein d'endroits, d'accord? Vous équilibrez, vous découvrez, vous calculez des nombres d'oxydation. Une fois qu'on a ces nombres d'oxydation, on peut passer au stade 2, d'accord? C'est généralement un stade qui lui rapporte des points, réellement, où, puisque vous connaissez le nombre d'oxydation, c'est que vous avez pu équilibrer la réaction. Si vous avez équilibré la réaction, vérifiez que c'est bien une réaction d'oxydoréduction, parce que c'est super important, quand même, mine de rien, c'est le point de départ. Qu'effectivement, voilà, on vous demande l'écriture de la loi de Nernst correspondant donc ici à ce couple d'oxydoréduction. Mais ça pourrait être une réaction complète. Hein. Là, on a une demi-réaction puisqu'on a un couple. Vous commencez évidemment, c'est ce que j'ai dit tout au début, par vérifier que vous avez bien la forme oxydée d'abord, la forme réduite ensuite, puisqu'on doit l'écrire dans ce sens-là, mais que moi, en tant qu'évaluateur, je ne suis pas tenu de le respecter. C'est à vous de vérifier. Okay, donc le ClO2, c'est le précédent, hein, d'accord? C'est bien la forme oxydée et que l'autre, c'est bien la forme réduite. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps, puisqu'on a déjà fait le calcul à la question précédente. D'accord? Et ensuite, vous établissez la loi de Nernst et vous me dites quelles sont là ou les bonnes versions. Bien entendu, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais vous mettre sur la question pour que vous puissiez commencer à répondre. C'est débloqué, vous pouvez commencer à répondre, d'accord? Vous ne pouvez pas appuyer sur vos boutons
tant que vous n'avez pas équilibré la demi-réaction correspondante. C'est impossible, puisque pour établir la loi de Nernst, vous avez besoin de deux éléments qui réclament impérativement d'écrire la réaction totalement équilibrée. Le nombre d'électrons et le quotient des activités. Et le quotient des activités ne peut être établi qu'au regard de la réaction dûment équilibrée. Vous aurez bien noté la tournure de la phrase. Là ou les. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Et également la tournure de la dernière proposition. D'accord ? Ce n'est pas systématique, et ça peut apparaître, qu'en fait, il n'y ait aucune des propositions explicites qui soit exacte. Et je vous rappelle que vous avez le droit de discuter entre vous, vous avez le droit d'échanger entre vous, vous avez le droit d'échanger avec moi, je ne mords pas. Allez, je vous booste un tout petit peu parce que sinon, vous avez vu qu'il y a 3 sujets à faire ensuite derrière. Il ne faut pas non plus qu'on traîne trop. Puis surtout, là, c'est le dernier ED de la série pour moi. Donc si je perds du temps là et qu'on ne finit pas l'ensemble des questions, eh ben, je n'ai pas d'autres ED pour la récupérer. D'accord ? Donc, et comme c'est vous qui faites le rythme de tous les autres groupes, quand même que je ne perde pas de temps sur celui-ci. Donc, allez, je vous laisse encore 15 secondes pour ceux qui veulent participer mais qui n'avaient pas encore osé le faire jusque-là. Ah, alors ça fait que 20% d'entre vous qui auraient marqué tous les points. Puisqu'il y a 2 bonnes réponses, d'accord ? Et comme il y a 2 bonnes réponses, il faut avoir les 2 bonnes réponses, évidemment, pour marquer.
Donc la première chose à faire, c'est d'équilibrer le couple. On sait déjà que le chlore dans ClO2 est à plus 2 et que le chlore dans Cl2 est forcément à 0. C'est une molécule homoatomique, d'accord? Donc, il est forcément à 0. Ce qui veut dire que ClO2, c'est forcément la forme oxydée, auquel on rajoutera des électrons pour donner la forme réduite. C'est forcément dans ce sens-là. On a la forme oxydée, on a la forme réduite. Donc là, on avait la question précédente qui nous permettait déjà de faire ça. Si on n'avait pas eu la question précédente, eh bien on calcule tout simplement directement le nombre d'oxydation du chlore dans la première molécule. D'accord? Enfin, dans l'ion, en l'occurrence, puisqu'ici c'était présenté comme un ion. La première étape, c'est toujours la même. Vous équilibrez le nombre d'atomes de l'espèce qui change de niveau d'oxydation. C'est toujours la première étape. L'espèce qui change de niveau d'oxydation ici, c'est évidemment le chlore, puisqu'il passe de plus 2 à 0. Il y a 2 chlores dans Cl2, on doit avoir 2 chlores de ce côté-là. Et donc maintenant, je sais que je passe de 2 fois plus 2 à 0. La différence de nombre d'oxydation, c'est le nombre d'électrons. La différence, c'est 4. On est tous d'accord? Donc, j'ai 4 électrons. Et on est bien d'accord que ce n'est pas bien dur à calculer. D'accord? C'est un côté moins l'autre. C'est tout. Et j'ai mon nombre d'électrons. Maintenant que je me suis occupé de ce qui est le plus important, équilibrer le nombre d'atomes de l'élément qui change de nombre d'oxydation et donc le nombre d'électrons, je peux m'occuper de ce qui est un peu moins important, équilibrer les autres éléments chimiques. Les autres éléments chimiques, ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un ici, c'est l'oxygène. D'accord? Et de l'oxygène, on l'a vu dans la première question, qui a priori est à moins 2. S'il est à moins 2, ça veut dire que de l'autre côté, je dois le retrouver aussi à moins 2. Pourquoi je ne mets pas du O2 de l'autre côté? Ça irait très bien, ça règle le problème. Puis voilà, j'ai du dioxygène, j'ai mis mes 2 oxygènes. Enfin, j'en mets 2 et puis voilà, j'ai mes 4 oxygènes, c'est réglé. Mais faites donc ça. Tous ceux qui ont compris ce que c'était que l'oxydoréduction et une demi-réaction seront ravis de vous voir vous éliminer tout seul du concours. Ah non, c'est vrai que c'est plus un concours. Enfin, ça fait rien. Hein. Vous allez vous éliminer quand même tout seul. Dans une demi-réaction, il ne peut y avoir qu'un seul élément chimique qui change de nombre d'oxydation. Un et un seul. Ici, c'est le chlore. Ça veut dire que tous les autres éléments chimiques doivent rester au même niveau d'oxydation. Si l'oxygène est à moins 2 d'un côté, il est à moins 2 de l'autre. Donc, pas question de faire apparaître du dioxygène où l'oxygène est à 0. D'accord? Et pourquoi il est à... Parce que c'est une molécule homoatomique, encore une fois, et donc je n'ai pas besoin de faire le calcul. Je sais que c'est 0 dans le dioxygène. OK? C'est bon? Donc, c'est de l'oxygène à moins 2. C'est quoi de l'oxygène à moins 2? C'est de l'oxygène qui a 2 électrons en trop. Alors, c'est vrai qu'en théorie, ça pourrait être du O2-. Mais O2- n'existe que dans les plasmas, d'accord? Une étincelle, d'accord? Un éclair, ce genre de truc-là. Et pour des durées qui sont excessivement brèves, parce que pour le coup, dans le genre réactif, hyper réactif, on fait guère mieux, d'accord? Ça disparaît en une fraction infime de seconde. Donc, du O2-, on oublie, on n'est pas dans un plasma ici, on est dans une solution. Ah bon? Pourquoi on est dans une solution? Parce qu'il y a des ions. Et les ions, ça existe justement que dans les plasmas et dans les solutions. D'accord? Et que si c'était un plasma, ce truc-là, on vous l'aurait peut-être signalé. Parce que c'est quand même un cas un peu particulier, les plasmas. Donc, on n'est pas dans un plasma, donc on est dans une solution. Et dans une solution, il y a forcément de l'eau. Ah bon? Dans une solution, il y a forcément de l'eau. Dans une solution aqueuse, oui, il y a forcément de l'eau. Et c'est forcément une solution aqueuse ici. Mais ce n'est pas dit que c'est une solution aqueuse. Mais non, justement, comme ce n'est pas dit, c'est forcément une solution aqueuse. Si c'était une solution dans un autre solvant, justement, ce serait dit. D'accord? Mais les solutions aqueuses, c'est les solutions que l'on utilise le plus. Donc, on ne prend pas la peine de signaler qu'on est en solution aqueuse, parce que c'est la situation normale. Et la situation normale,
vous êtes supposé l'identifier simplement parce qu'il n'y a rien indiqué, donc on est forcément dans la situation normale, la plus courante. Si on avait été dans de l'acide acétique, dans de l'éthanol ou n'importe quel autre solvant, d'accord, forcément, ça aurait été signalé. Ici, il n'y a rien indiqué, donc c'est forcément de l'eau. Et dans H2O, on l'a déjà vu, hein, c'était dans le cours, l'oxygène est à -2. D'accord? Alors, en toute rigueur, à la place d'eau ici, j'aurais très bien pu mettre OH- ou H3O+, parce que dans les deux espèces, c'est aussi de l'oxygène à -2. Mais bon, l'espèce la plus abondante dans l'eau, c'est quand même l'eau. D'accord? H2O. Donc la première que je place, c'est H2O. Maintenant, si expressément, dans le texte, il y a marqué en milieu acide ou en milieu basique, c'est une indication de utiliser plutôt H3O+ dans le premier cas, plutôt OH- dans le deuxième. Okay? Mais dans ce cas, c'est expressément précisé en milieu acide, en milieu basique. Donc là, on vous incite à utiliser plutôt H3O+ ou plutôt H-. À défaut d'instruction, la première fois où vous avez du oxygène à -2 à mettre en solution aqueuse, vous mettez de l'eau et puis ça ira très bien comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Donc, on a de l'eau. Il m'en faut combien? Il me faut au total, vous avez vu, il me faut 4 oxygènes. Donc, j'en aurai 4. Alors, le bazar avec rajouter de l'eau dans mon équation, c'est qu'en même temps, j'ai rajouté de l'hydrogène. C'est pas grave, je vais mettre H2 de l'autre côté, du dihydrogène de l'autre côté, et puis ce sera bon. Ouais, je fais la même connerie qu'avec le dioxygène. Oui, l'hydrogène que j'ai ajouté ici, il est à +1. Donc, de ce côté-là, l'hydrogène que je vais ajouter, il doit forcément être à +1 aussi. Alors là, pour le coup, c'est simple, de l'hydrogène à +1 en solution, c'est juste des ions H+. Et on en a besoin de 8. Là, c'est facile, hein, c'est les ions hydronium, c'est réglé. Alors, pour ceux qui tiennent à tout prix à écrire les ions hydronium sous forme de H3O+, chaque fois que vous rajoutez un H3O+ de ce côté-là, vous rajoutez un H2O de l'autre côté. Hein. Parce que H3O+, c'est juste H2O avec un H+ qui est collé dessus. Donc, il faudra rajouter autant de molécules d'eau que vous rajoutez de H3O+, puisqu'elle sert simplement de transporteur, d'accroche. Ça ne sert pas à grand-chose, en d'autres termes. Hein, de s'embêter avec des molécules d'eau en plus, alors qu'elles ne servent strictement à rien ici dans l'écriture. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est équilibré? Là, vu que j'ai équilibré mes atomes périphériques, normalement, tout est fini. Il ne me reste plus qu'à vérifier, et c'est juste une vérification, que ma balance électrique est correcte. J'ai, vous le voyez, 8 plus, 8 moins du côté gauche, c'est neutre. De l'autre côté, c'est neutre également. La balance électrique, elle est faite, donc je ne me suis pas trompé. Ou alors, si je me suis trompé, c'est 2 fois et 2 erreurs qui se compensent, et c'est rare de faire 2 erreurs qui se compensent. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même extrêmement rare de faire 2 erreurs qui se compensent exactement. Maintenant, si vous voulez continuer à faire comme vous avez appris précédemment, c'est-à-dire placer les électrons qui vont bien à la fin, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sont les copies qui vont faire apparaître des H2 et des O2. Et donc, il y auront 0 à ces exercices-là. Voilà, tout simplement. Oui. Le chlore est à +2. Dans ClO2 de moins, on l'a calculé à la question précédente. C'est le résultat de la question précédente. C'est pour ça que je n'ai pas recalculé. D'accord ? C'est la même molécule. Enfin, c'est le même ion. Est-ce que c'est bon? Oui. Le 4 électrons. Pourquoi c'est 4 électrons? Mais parce que là, ici, je suis à 0. Là, je suis à +4. Le delta NO, c'est le final, 0 moins plus 4. Moins 4. Donc, 4 électrons. Ah, mais tu peux essayer de faire ça. Hein. Tu peux essayer d'équilibrer d'abord et puis de mettre les électrons à la fin. Hein. Le résultat, il est connu d'avance. Tu vas te planter. Parce que l'exercice que je vais proposer va faire en sorte que tu vas te planter. Voilà. Mais tu peux le faire. Hein. Mettre le bon nombre d'électrons à la fin, fais-le, je t'en prie. Ça va passer
Une fois sur deux, tu as de la chance, et puis la deuxième fois, ben, tu en auras moins de chance, et puis tu ne l'auras pas. Voilà. Il faut équilibrer les électrons d'abord. Parce que ça veut dire qu'à la fin, tu peux vérifier que tu t'es pas foutu dedans. Si tu mets le bon nombre d'électrons, celui qui te convient à la fin, ça tombe forcément bien, puisque tu viens de mettre le nombre d'électrons qui t'arrangeait. Donc forcément, ça tombe bien. Hein. C'est obligé que ça tombe bien, puisque tu mets celui qui t'arrange. Maintenant, essaie de refaire ce que je viens de dire là, avec l'idée qui t'est passée par la tête, éventuellement, de mettre du O2 là-bas de l'autre côté, ou de mettre du H2 de ce côté-là, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus esthétique. Ben, tu verras, tu ne pourras pas mettre le bon nombre d'électrons. Enfin, ça ne collera pas avec le nombre d'électrons que tu avais calculé avant. Donc, tu sais que tu t'es trompé. Après, ça ne dit pas où tu t'es trompé, on est bien d'accord. Mais ça te dit que tu t'es trompé. OK? Alors, je vais juste effacer un tout petit peu. Pardon. Ce que j'ai rajouté là, parce que sinon, je n'ai pas la place d'écrire le reste. Donc, maintenant que c'est équilibré, je peux, et seulement maintenant, écrire la loi de Nernst. E égale 0. Alors, normalement, vous mettez les petites décorations autour du E0, hein, d'accord? Du E et du E0. C'est-à-dire que là, il faudrait écrire ClO2, 2-, Cl2. Donc, il faut toujours les écrire, on est bien d'accord? Mais comme c'est un peu barbant, la plupart du temps, on ne prend pas la peine de le faire. Et vous voyez que je ne l'ai pas fait dans les écritures au-dessus. Parce que c'est sous-entendu, évidemment, c'est ça. D'accord? Ça ne peut pas être autre chose. Donc, si ce n'est pas utile, souvent, on ne le fait pas. RT sur, eh bien, on le sait maintenant, 4F, log, alors Ln, d'accord? Quand on est en RT sur NF, c'est le log népérien que l'on doit voir ici. Et c'est dégoûtant ce que je viens de faire, mais voilà. Du quotient des activités. Donc, au-dessus, je vais retrouver les activités des produits de la réaction, donc de ce qui se trouve à droite de la balance réactionnelle. L'activité de Cl2 par l'activité de H2O puissance 4. Une puissance égale au coefficient stoichiométrique non signé. En bas, je vais avoir l'activité de H+, puissance 8, multiplié par l'activité de ClO2, 2-, c'est pas facile sur la tablette, hein, au carré, par l'activité des électrons au carré également. Voilà. Ça, si vous regardez bien, c'est exactement la proposition C. Enfin, pas exactement. Le coefficient, oui. Je n'ai pas entendu. Pas au carré, c'est puissance 4, excusez-moi. Je n'ai pas bien regardé. Non, c'est bien puissance 4. Oui, c'est moi qui ai... Quand on a le nez sur le truc, on ne voit pas toujours ce qu'on est en train d'écrire. Donc c'est bien puissance 4. D'accord? Cette dernière partie, je ne réécris pas tout, je n'ai pas la place. D'accord? Sur mon petit écran. Je vais réécrire que la partie quotient des activités, cette fois-ci avec des concentrations, des pressions, etc. etc. Ce qu'il faut pour remplacer ces activités. Toutes les espèces qui sont en solution, pour toutes les espèces qui sont en solution, on peut remplacer l'activité par le coefficient d'activité multiplié par le rapport de la concentration mol par litre sur la concentration de référence. La concentration de mes références, c'est 1 mol par litre, donc on ne l'écrit jamais. Pour le coup, vraiment, on ne l'écrit jamais. D'accord? On se contente d'écrire simplement la concentration parce qu'on sait qu'elle est en mol par litre. OK? Et le coefficient d'activité, c'est combien? Il n'y a rien d'indiqué. Donc, s'il n'y a rien indiqué, c'est qu'on est en solution diluée. Le coefficient d'activité est égal à 1. On n'a pas besoin de l'écrire. Donc, Cl2 est en solution, concentration en Cl2. H+ est en solution, concentration en H+. ClO2, 2- est en solution, concentration en Cl2, 2-. Ça, c'est facile. Nous reste ensuite, je l'ai dit très rapidement en cours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais pour les électrons, c'est tout simple. L'état de référence des électrons, c'est quand ils sont dans un conducteur électrique. D'accord? Dans un conducteur électrique théoriquement sans résistance. Mais bon, on ne va pas chipoter ici. Ces électrons, ils sont où? Ils sont dans l'électrode, en métal.
D'accord? Forcément, ils ne peuvent pas être ailleurs. Donc, s'ils sont dans l'électrode, c'est un conducteur électrique. Ils sont dans leur état de référence. L'activité des électrons, c'est 1. Point, on ne les fait pas apparaître. Et l'eau? L'eau, c'est le solvant. Pour le solvant, l'activité, c'est le coefficient d'activité, d'accord? Mais ça, on est bien d'accord, ce sera 1, puisqu'on est dans les conditions qui correspondent. Hein. C'est ce qu'on a décidé, hein, parce qu'on n'avait pas d'indication. Multiplié par sa fraction molaire. Et c'est combien la fraction molaire de l'eau ici? Si on est dans les conditions qui vont bien, c'est qu'on est en solution diluée. Si on est en solution diluée, c'est qu'il n'y a quasiment que de l'eau. Donc la fraction molaire de l'eau dans l'eau, c'est 1. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de les écrire, puisque c'est... Je vais les écrire juste pour le plaisir, hein, on est d'accord? Histoire de le faire apparaître, c'est 1 et 1. Mais on est bien d'accord, hein? Vu que c'est un produit, ça ne sert à rien. C'est juste histoire de les distinguer. Eh bien, si vous regardez bien... Ah, il manque un petit détail quand même. Ce 0,015 là qu'il y a dans la proposition C, c'est quoi cette histoire? Mais si on est à 298 Kelvin, RT sur F fois 2,3. Pourquoi fois 2,3? C'est quand on passe des logs népériens aux logs décimaux. D'accord? C'est égal à 0,06. Si je divise par 4, ça fait 0,06 sur 4. Et ça, c'est 0,015. Donc, si je suis bien à 298 et que j'ai bien un log décimal, j'ai le droit de remplacer le RT sur 4F par 0,015. Eh bien, je suis bien à 298. J'ai bien un log décimal dans la proposition C. Donc, la proposition C, elle est bonne. Et puis celle-là aussi, hein, parce que si vous regardez bien, là, c'est la bonne chose aussi qui se trouve dans le log. Et j'ai le RT sur NF en log népérien. Donc, c'est parfaitement valide aussi. OK? Donc, les propositions B et C, c'est ce qu'on a trouvé, simplement histoire d'être méchant. Les RT sur NF et le 0,015, le calcul ont été inversés, mais c'est juste pour être méchant dans les propositions, ça. Hein? C'est de la méchanceté pure, de la méchanceté d'enseignant, quoi. Est-ce que c'est bon? Oui? Oui. Juste à l'équation, est-ce qu'on peut essayer directement d'équilibrer l'hydrogène et l'oxygène en utilisant l'eau et l'H+? Oui, fais ça. Puis tu vas te planter une fois sur deux. Mais faites-le, je vous en prie. D'accord? Je vous en prie. Comme c'est plus un concours, c'est pas grave maintenant. Donc, non. Équilibrer les électrons d'abord. Forcément. Mais vous avez vu le temps que ça m'a pris pour équilibrer les électrons? J'y ai passé 4 secondes. 4 secondes. Le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation ici, il faut 2 secondes pour le calculer puisqu'on l'avait déjà fait. Le nombre d'oxydation ici, il faut 2 secondes et faire la différence entre les deux, ça ne prend pas de temps parce que voilà, c'est fait. Donc calculer ce nombre d'électrons, ça prend 0 secondes. 0, voilà, point, vous les avez déjà les chiffres. Donc c'est fait. Mais après, si vous voulez gagner ces secondes-là pour perdre les points qui sont derrière, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Faites-le. Est-ce qu'on peut aller un cran plus loin? Oui? Allez, on va un cran plus loin. Ben, c'est la même? Non, il y a une grosse différence. Une énorme différence. Tout à l'heure, le dichlore était en solution. C'est maintenant le dichlore gazeux qui nous intéresse. Ben oui, c'est toujours la loi de Henry. Hein. La loi de Henry, elle dit que les gaz, ils peuvent se solubiliser. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est le dichlore gazeux qui nous intéresse. Et qu'on soit bien d'accord tout de suite, est-ce que le fait que le dichlore soit gazeux va changer d'un iota la réaction chimique? Est-ce que j'avais écrit que c'était en solution dans la réaction chimique? Non. Puis on s'en fiche. D'accord? L'état dans lequel se trouvent les éléments ne change pas la réaction chimique. Donc la réaction chimique ne
change pas. Mais si vous réfléchissez 2 secondes à ce que ça implique, puisqu'on écrit le quotient des activités et qu'on calcule le nombre d'électrons échangés à partir de la réaction chimique, que la réaction chimique n'a pas changé. Ça veut dire que la loi de Nernst, écrite en activité, forcément n'a pas changé. Je n'ai pas changé la réaction, donc je n'ai pas changé le nombre d'électrons échangés, je n'ai pas changé l'écriture du quotient des activités. Donc ça veut dire que, sans faire un calcul, vous savez déjà que cette proposition-là, elle est bonne. Voilà, vous le savez, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. C'est forcément bon puisque je n'ai pas changé la réaction. OK? J'ai changé l'état d'un composé, mais je n'ai pas changé la nature de ce composé. Ben donc, c'est bon, quoi. Je veux dire, vous avez aussi la suite, ou pas. Maintenant, je vais juste regarder ce que vous aviez répondu à la précédente. Il y avait 20% de bonnes réponses à la précédente. Donc, maintenant, vous pouvez répondre à celle-ci. Donc, sur vos boîtiers, vous pouvez envoyer les réponses donc à celle où, effectivement, on a le dichlore gazeux. Donc, est-ce que vous considérez que la proposition B est toujours exacte ou pas, hein? Oui, ça revient à ça. Hein? D'accord? Le D, on sait déjà que ce n'est pas bon puisqu'on a déjà une bonne réponse, donc c'est réglé. Et puis la A, de toute façon, on l'avait trouvée fausse tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit devenue juste subitement. Vous avez tous reconnu que la proposition A, c'est la loi de Nernst version simplifiée. Hein? Ah, je vous avais dit qu'elle serait là. Hein? Mais qu'on soit d'accord, elle n'est pas fausse par nature, la version simplifiée de la loi de Nernst. C'est juste elle n'est exacte que si on est dans les bonnes conditions, qui sont quasiment jamais réunies. Oui. Comment je passe de log à ln? ln, oups, pardon, je ne vais peut-être pas prendre ce stylo-là, hein, parce que ce n'est pas terrible. ln de A, c'est log de 10 fois log de 10 puissance A. Enfin, log de A. Et log de 10, c'est 2,3. Log de A, voilà. D'accord? Donc on passe de log de A à log népérien de A à log décimal de A en multipliant par 2,3. Oui, vous avez bien noté, hein. J'aurais pas dû l'écrire comme ça. Le deuxième log, vous l'écrivez comme ça. LOG. D'accord? Par convention, ici, à la fac, Ln, c'est le log népérien. Grand Ln, c'est aussi le log népérien. LOG, c'est supposé être toujours le log népérien, et c'est petit LOG qui est le log décimal, que l'on mette le 10 ou pas. Mais ceux-là, on essaye de les bannir, ces deux-là, pour ne conserver que Ln, log népérien, et LOG, log décimal. Et si on était dans une autre base de logarithme, ben on le précise, d'accord? On précise, c'est log base 2, log base, ce que vous voulez en fin de compte. Puisqu'on peut faire des logs dans n'importe quelle base. Alors, je regarde ce que vous avez répondu. 47% de bonnes réponses. Peut-être moins 9% qui ont aussi répondu que la proposition B était toujours valide. On avait l'activité
je le fais de mémoire, hein, de Cl2 par l'activité de H2O, c'était 4, je crois, c'est ça? 4 sur l'activité de H+, puissance 8, l'activité de ClO2, 2- au carré, et l'activité des électrons, puissance 4. Décidément, je veux que ce soit 2. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait. H2O, c'est toujours le solvant, donc ce sera toujours 1, ça ne change pas. Mes électrons sont toujours dans un conducteur électrique, ce sera 1, ça ne change pas. Mes ions H+, ils sont toujours en solution, c'est leur concentration, ça ne change pas. ClO2, 2- est toujours en solution, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, le dichlore, c'est un gaz. Et l'activité d'un gaz, ça peut se remplacer, ou ça se calcule à partir du rapport de sa pression partielle sur la pression de référence. Multiplié par gamma si effectivement on n'est pas dans une solution idéale, d'accord? Ou un gaz idéal. Mais bon, a priori, on est dans un gaz parfait ici, donc il n'y a pas de gamma qui va apparaître. Et donc cette fois-ci, la proposition B, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'elle inclut la concentration d'une espèce qui n'est pas en solution. D'accord? Donc ça n'a pas de sens. Ça va pour tout le monde? Ouais? Eh bien, si ça va pour tout le monde, on va attaquer celui-ci. Et là, je vous laisse 2 minutes exactement pour le faire. Pas plus. Et je sais que ce n'est pas gentil, mais ça ne fait rien. Donc ça veut dire, hein, là, c'est du réflexe, d'accord? Je ferai la réflexion, le calcul juste après, mais ça peut être du réflexe. Là. Juste du réflexe. Ça suffit. Et on a déjà 10 minutes qui est passée. Reste plus que 30 secondes. Il en reste 15. Ceux qui n'ont pas répondu, vous avez perdu des points par rapport à ceux qui ont répondu bien. D'accord? Je veux dire en situation d'examen. Parce que ceux qui ont répondu bien, ils ont vu tout de suite ce qu'il fallait faire, ils ont gagné du temps. Et donc, forcément, de fait, quelque part, ils gagnent aussi des points parce qu'ils ont plus de temps pour passer sur des questions peut-être un peu plus difficiles. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que ce qui est là-dessus, c'est un truc facile, d'accord? Mais c'est juste que quand on sait ce qu'il faut faire, ça prend réellement moins de 2 minutes. Pour de vrai. Parce qu'il y a déjà 2 propositions qui sont absurdes dans les 4 qui sont là. C'est une différence de potentiel. Une différence, c'est une soustraction. C'est l'un moins l'autre. Les 2 du milieu, c'est l'un plus l'autre. Enfin, c'est moins l'un plus l'autre pour la deuxième. C'est une addition. D'accord? Donc, ça veut dire que les 2 propositions du milieu, ça ne peut pas être des bonnes réponses, puisque ce ne sont pas des différences, ce ne sont pas des soustractions. 2 propositions en moins, déjà, c'est réglé. Mais vous pouvez faire le calcul, hein, vous verrez. Voilà, ce n'est pas des différences. Les 2 seules différences que l'on a, c'est la première et la quatrième. La première, c'est 0,77 moins 0,23. Et la quatrième, c'est moins 0,23 moins 0,77. D'accord? Ça, c'est des différences. Ça, ce sont des soustractions. Les 2 autres, ça n'en est pas. Donc, elles sont dehors. Ça, c'est réglé. Bon, maintenant, la question, c'est, oui, mais c'est 0,77 moins 0,23 ou c'est moins 0,23 moins 0,77? Parce que maintenant, il faut choisir quand même entre les 2. Il ne faut pas le faire au hasard. Hein. Le 50-50, c'est bon à la télé, mais ce n'est pas bon en examen.
Mais dans les faits, ça se décide en quelques secondes à peine. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi ça se décide en quelques secondes. OK? Le principe de base, il n'y a que 17% de bonnes réponses là. D'accord? Je précise quand même. Le principe de base, il n'est pas très compliqué. Il est de vérifier ce qu'on est en train de faire. On a deux couples. D'accord? Nos deux couples d'oxyde de réduction, c'est Fe2 plus un électron qui donne Fe3 plus, pardon, qui donne Fe2 plus et V3 plus un électron qui donne V2 plus. On a ça. Et puis on a la réaction que l'on veut nous faire faire, qui est explicite. On fait réagir le fer 2 plus avec le vanadium 3 plus pour donner du fer, forcément du fer 3 plus et du vanadium 2 plus. Là, ça se fait en quelques secondes. Ça se fait en quelques secondes. Pourquoi? Parce que les réactions ne sont pas durées équilibrées, donc ça se fait tout seul. Si c'était des réactions d'oxydoréduction un peu plus compliquées à équilibrer, il faudrait peut-être un peu plus de temps. D'accord? Encore que ce n'est pas sûr qu'on en ait vraiment besoin de les équilibrer. Et ici, on n'a même pas besoin de les équilibrer. Mais je l'ai écrit quand même. On va donc faire, si vous regardez bien, cette réaction-là moins cette réaction-ci. D'accord? On la prend en sens inverse. Il y en a une qu'on prend dans le bon sens, l'autre qu'on prend en sens inverse. Et on doit donc calculer la différence de potentiel. Une différence de potentiel, ça se calcule toujours comme je l'ai fait dans le cours. Dans le cours, je vous ai dit, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, plutôt je vais commencer comme ça, je ne vous ai pas dit que c'était E plus moins E moins. Je vous ai dit que j'avais calculé le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. C'est ça que j'ai dit dans le cours. Je sais bien que ce que vous avez retenu, c'était le E plus moins E moins, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que cet exercice est présent en ED. D'accord? Si on fait le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode, c'est-à-dire le potentiel de l'électrode où se produit la réduction, moins le potentiel de l'électrode où se produit l'oxydation, d'accord? Et que l'on est dans une pile, eh bien effectivement, ce potentiel-là, c'est le potentiel le plus positif, puisque la cathode est positive, et celle-là, c'est le potentiel le plus négatif, ou le moins positif, ce qui revient au même, puisque l'anode est négative dans une pile. Et donc, si on est dans une pile, c'est-à-dire un système qui fonctionne spontanément, on va trouver un delta E qui est plus grand que 0. Donc un delta G qui est négatif. Ce qui veut dire un delta S positif, une réaction qui respecte le deuxième principe de la thermodynamique, une augmentation de l'entropie de l'univers. D'accord? Quelque chose de spontané. Si on est dans une pile, mais là, c'est marqué nulle part qu'on est dans une pile. C'est pas marqué vous êtes dans une pile. Donc on doit se contenter de respecter la définition de base. La cathode moins l'anode, sans faire les raccourcis. Et ici, la cathode, la réaction où se produit donc la réduction, c'est laquelle? La réduction, on le voit bien, c'est quand on passe de vanadium 3 à vanadium 2, c'est celle qu'on prend dans le bon sens, ici. L'oxydation,
c'est celle qui passe du fer 2 au fer 3. On passe de plus 2 à plus 3. Hein. D'accord? C'est bien une oxydation. C'est celle qu'on a pris à l'envers, là. Donc, quand je vais faire mon delta E, je vais reprendre peut-être un stylo qui écrit mieux, je vais faire le potentiel du vanadium moins le potentiel du fer. C'est-à-dire moins 0,23, moins 0,77, moins 1 volt. On a donc ici un système qui ne va pas évoluer spontanément. En gros, la réaction n'aura pas lieu, quoi. Voilà. D'accord? Puisque delta E est négatif, delta G est positif, donc delta S est négatif. Un delta S négatif, c'est une réaction qui ne peut pas se produire, donc elle ne se produira pas. Il ne se passera rien, quoi. En gros, quand je vais mélanger mon fer 2 et mon vanadium 3, il ne se passera juste rien. OK? Alors maintenant, pourquoi je dis qu'il faut à peine 2 minutes? Mais parce qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, tout ce qu'on a à identifier, c'est quelle est l'oxydation, quelle est la réduction. Et on fait toujours la réduction moins l'oxydation, point. C'est tout, juste ça. Donc il n'y a pas besoin d'équilibrer, il n'y a pas besoin de s'embêter à faire tout ce que je viens de faire là. On a juste à respecter cathode moins anode, réduction moins oxydation. Vous repérez le couple qui se réduit, le couple qui s'oxyde, et ça y est, vous faites la différence entre les deux et c'est réglé. Et ça prend dans les faits moins de 2 minutes. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc on est bien d'accord que la correction, elle prend plus de 10 minutes, mais une fois que l'on sait comment on doit faire, ça n'en prend pas plus. Il y a une question là, oui. Je t'entends pas en fait. Avec le masque, je t'entends carrément pas. Une réduction, c'est une diminution du nombre d'oxydations. Donc quand tu passes de plus 3 à plus 2, tu as réduit le nombre d'oxydations, on est d'accord? Donc le vanadium est réduit. Mais on m'a imposé de faire réagir le fer 2 sur le vanadium 3. Ce n'est pas moi qui ai choisi dans quel sens se produit cette réaction-là. Cette réaction-là, ce n'est pas moi qui ai choisi. Celle-là, là. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai choisi dans quel sens elle se fait. On m'a dit de la faire dans ce sens-là. C'est écrit ici. Fer 2, vanadium 3. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi. D'accord? Si c'était moi qui avais choisi, oui, ben, je l'aurais pris dans le sens qui va bien, c'est une évidence. Mais là, ce n'est pas moi qui ai choisi. On m'a dit fer 2 sur vanadium 3. Donc je prends ce qu'on m'a donné, quoi. OK? Mais ce n'est pas ce que je prends, ce qu'on m'a donné. C'est bon pour tout le monde ce coup-ci? Oui. Sinon, effectivement, hein, on utilise la règle du gamma pour savoir qui va réagir avec qui. Voilà. De manière à ce que ce soit positif, effectivement. Mais là, on m'a imposé le sens de réaction. Et je vérifie que cette réaction, dans ce sens-là, elle ne se produit pas. Elle se produirait spontanément dans l'autre sens, par contre. Évidemment. Est-ce que c'est bon ce coup-ci? Oui? Alors on passe aux parties suivantes, puis on va voir jusqu'où on va. D'accord? Sur les sujets donc, des années précédentes, à commencer par celui de l'an dernier, où on a 2 couples d'oxydoréduction qui sont mis en présence. Enfin, on ne le sait pas encore hein, quand on a l'intitulé, mais quand on vous présente 2 couples d'oxydoréduction, généralement, c'est qu'on va les faire réagir ensemble. Donc, on a NAD+, plus H+, plus 2 électrons. Ah, c'est cool, c'est déjà équilibré. Oula! Vous vérifiez que c'est équilibré, d'accord? Hein? Parce que ça pourrait être des versions qui ne sont pas encore équilibrées. Donc, vous vérifiez que c'est équilibré, mais bon, là, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Plus 2 électrons qui donnent NADH, avec un potentiel de référence de moins 0,11 volts. Vous avez ensuite la réaction de l'éthanal vers l'éthanol, et vous avez vu que j'avais pris la précaution de... Alors que normalement, ce n'était pas nécessaire, hein, mais de vous donner la formule partiellement développée de l'éthanal. D'accord? Donc vous avez l'éthanal, plus 2H+, plus 2 électrons qui donnent l'éthanol. Avec un potentiel de référence de plus, cette fois-ci, 223. Les 2 réactions, vous l'aurez noté, sont présentées conformément à la convention. La forme oxydée, la forme réduite.
Comment je le sais? Mais parce que les électrons sont du bon côté. Donc voilà, je n'ai même pas besoin de calculer le nombre d'oxydation, pas pour l'instant. D'accord? Les électrons sont du bon côté. Donc c'est la forme oxydée plus les électrons qui donne bien la forme réduite. Donc c'est bien, c'est dans le bon sens, parfait. Avec, je ne sais pas, vous prenez 10-15 secondes pour vérifier qu'elles sont effectivement équilibrées. Elles sont équilibrées. C'est bon, ça marche. On peut passer effectivement à la première question. Donc cette première question, c'est pour le couple NAD plus NADH, où vous avez une série de propositions. Donc 5. D'abord que NAD+ est réducteur, ou alors que c'est NADH qui est réducteur. Et ensuite, on vous demande combien d'électrons, enfin la variation du nombre d'oxydation par molécule. D'accord? Donc la variation du nombre d'oxydation de 1, 2 ou 3 par molécule. On va être bien clair que ces trois questions-là, ces trois items-là, c'était parce qu'il fallait mettre 3 items de plus, et c'est des points qui sont donnés, ça. Mais on sait que la variation du nombre d'oxydation, c'est le nombre d'électrons. Et il est écrit le nombre d'électrons. D'accord? Donc c'est à peine une question, dès l'instant où on réalise que je l'ai déjà répété au moins 4 ou 5 fois, ce truc-là. OK? Voilà, la variation du nombre d'oxydation, c'est le nombre d'électrons. D'habitude, on l'utilise en sens inverse. D'accord? On calcule le nombre d'oxydation de chaque côté, la variation du nombre d'oxydation, et on en déduit le nombre d'électrons. Mais après tout, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre aussi. Donc bon, vous avez déjà une bonne réponse, au moins une bonne réponse identifiée. Maintenant, reste à savoir, entre A et B, s'il y en a une des deux. Enfin, il y en a forcément une des deux qui est bonne, d'ailleurs, hein, nécessairement, parce qu'il en faut un de réducteur. Donc si ce n'est pas l'un, c'est forcément l'autre. Donc maintenant, ça se joue à 50-50, en fait. Donc c'est une question à 50%, voilà, à 50% de chance. Mais bon, normalement, c'est fait. Vous en êtes où dans les réponses? Je regarde quand même. Mais il y en a encore 40 qui n'ont pas répondu. Alors? Parce que si vous savez où mettre les électrons, vous savez forcément où se trouve l'oxydant, où se trouve le réducteur, on est bien d'accord? Voilà. Donc, allez, les 15 dernières secondes pour les 15 derniers. Il y en a 4 qui ont été trop lents. Et on est bien d'accord qu'il faut les deux bonnes réponses. Hein, d'accord? Il faut les deux bonnes réponses pour avoir les points. Sinon, on n'a qu'une partie des points. Donc, bah oui, c'est la forme oxydée, hein, plus des électrons, qui donne la forme réduite. Donc, la forme réduite, c'est NADH. C'est NADH qui est un réducteur, et D. Donc, c'est les réponses B et D qui sont les bonnes réponses. Voilà. On est bien d'accord que c'est à peine une question. Ça, c'était, de mon point de vue, c'était vraiment des points qui étaient donnés, quoi. Puisqu'on est juste sur la définition, sur juste des définitions, quoi. Le nombre d'oxydation du carbone porteur de l'oxygène dans l'éthanal. On est bien d'accord qu'on parle du carbone qui est marqué au milieu, là. Hein. Porteur de l'oxygène dans l'éthanal, ça ne peut pas être autre que celui qui est en plein milieu de la molécule, ici. Donc c'est ce carbone-là. Donc ce carbone-là, quel est son nombre d'oxydation? Sachant que là, vous avez la formule de Lewis. Puisque vous avez la formule de Lewis,
il suffit de répartir les électrons selon l'électronégativité. Hein. C'est le principe. Molécule de chimie organique, facile, on a la formule de Lewis, on répartit les électrons selon la différence d'électronégativité. Vous pouvez répondre là, maintenant. J'ai mis la bonne diapo, vous pouvez répondre sur les boîtiers. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse. D'accord? Il ne peut pas avoir deux niveaux d'oxydation différents, hein, évidemment. Donc là, sur les boîtiers, de toute façon, vous ne pouvez pas répondre de deux réponses différentes. Mais à l'examen, oui, vous pouvez. Mais ce serait idiot. Alors, où on en est? Allez, la trentaine qui reste. Faites vos dessins, parce que c'est juste du dessin, là, d'accord? Allez, les 15 qui restent, 15 secondes. Ça fait que 42%. Je suis déçu. Vous pouvez le faire directement sur la feuille d'examen, d'accord? Vous n'êtes même pas obligé de la reproduire. L'oxygène, prendre plutôt une autre couleur, tiens d'ailleurs. Sinon ça ne va pas bien se voir. L'oxygène est plus électronégatif, il chope ces deux électrons-là. Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, il prend ces électrons-là. Par contre, carbone-carbone, partage 50-50. Il en a perdu 2, il en a gagné 1. Au total, il en a perdu 1. Donc s'il en a perdu 1, c'est qu'il est à plus 1. Voilà, avec les petits dessins, c'est super rapide. D'accord? Ah oui, il en a perdu 2, il en a gagné 1, donc au final, il n'en a perdu qu'un. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui? Donc on a du carbone à plus 1, cette réponse-là. On continue? On continue. Dans l'éthanol. Ben oui, une fois qu'on l'a fait dans l'éthanol, il faut le faire dans l'éthanol. D'accord? Alors là, parce que c'est plus facile, parce qu'il n'est pas détaillé, vous pouvez redétailler. Le carbone en question. D'accord? Parce que là, pour l'instant, il est sous forme de CH2, et il faut, pour pouvoir répartir les électrons, avoir réellement toutes les liaisons. Donc vous pouvez le réécrire, c'est pas plus mal. Bon, ceci étant dit, ça ne sert à rien de redétailler ce qui se trouve après ce deuxième carbone. Hein. Strictement rien, puisqu'on n'en a pas besoin. Il n'y a que ce carbone-là qui nous intéresse. On ne s'intéresse pas au CH3 pour une raison super simple. Hein. C'est que c'est le même CH3 dans l'éthanol que dans l'éthanol. Donc il n'a pas changé d'environnement électronique, donc il ne change pas de niveau d'oxydation, donc il ne nous intéresse pas. D'accord ? Allez, vous avez le dessin, normalement ça doit aller vite.
Allez, les 15 derniers, là. 15 derniers, vous avez aussi les 15 dernières secondes. Je sais que je vous presse, hein, mais j'aimerais qu'on les voit tous, et puis surtout que vous compreniez que, que finalement, ça peut aller super vite, ces exercices-là. D'accord ? C'est mieux, on est monté à 50%. L'oxygène, je vais remettre en rouge. L'oxygène est plus électronégatif, il prend cet électron. Le carbone plus électronégatif prend cet électron. Pareil de ce côté-là, et là, 50-50. En gros, il en perd 1, mais il en gagne 2. Bilan, il en a gagné 1, il est à moins 1. Donc vous voyez, quand on a la formule de Lewis comme ça, finalement, on n'a même pas besoin de calculer effectivement le nombre d'électrons périphériques, le nombre d'électrons qu'il avait exactement quand il est sous forme atomique. On n'a même pas besoin de faire ça. On a juste à compter les gains et les pertes, quoi. Combien de gagnés, combien de perdus. Et ça suffit. D'accord ? Et on fait le bilan. C'est bon ? Donc, on était à plus 1, on est passé à moins 1. Donc, je le réécris ici, on est à plus 1, là on est à moins 1. Bon, ceci étant dit, si on n'avait pas calculé les nombres d'oxydation, on pouvait répondre quand même, hein, parce que c'est juste une évidence. Est-ce que... je ne suis pas sûr. C'est bon, vous pouvez répondre. J'ai mis la bonne question. Il n'y a rien à calculer, hein. C'est le même raisonnement que la question numéro 1, en fait. Hein. Allez, les 15 dernières secondes à nouveau. Parce que là, vous réfléchissez trop. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Mmh. 40%. C'est écrit sous la forme oxydée plus les électrons qui donnent la forme réduite. Donc si on parle de la part de la forme oxydée pour aller vers une forme réduite, c'est que c'est une réduction. Voilà, on est parti de la forme oxydée, on était à plus 1, on est arrivé à la forme réduite, elle est à moins 1, on a bien réduit le nombre d'oxydations, d'accord ? Il est plus petit, le nombre d'oxydations. Donc c'est une réduction. Donc soit vous le faites sur les numéros qui sont écrits là, de plus 1 à moins 1, c'est une réduction parce qu'on a réduit le nombre d'oxydations, soit juste en constatant que on a écrit cette réaction dans sa forme canonique. Une forme oxydée plus des électrons qui donnent une forme réduite. Donc c'est une réduction. D'accord ? Mais ça revient au même. Hein. Vous raisonniez sur les nombres d'oxydation, vous raisonniez sur l'écriture que ça, c'est une réduction. Alors maintenant, j'ai un pourcentage qui est très important sur la réponse C. C'est une réaction d'oxydoréduction complète. Ça ne peut pas être une réaction d'oxydoréduction complète. Dans une réaction d'oxydoréduction complète, on fait réagir un oxydant avec un réducteur. Donc on ne voit pas apparaître d'électrons. Il ne peut pas y avoir d'électrons qui apparaissent dans une réaction d'oxydoréduction complète, puisque c'est la forme réduite qui récupère les électrons de la forme oxydée. Ils s'échangent des électrons. Donc on ne les voit pas, ces électrons.
Ils ne peuvent pas apparaître. D'accord? Une réaction d'oxydoréduction complète, ça ne se voit que parce qu'il y a des variations du nombre d'oxydation. D'accord? Il y a une espèce qui a son nombre d'oxydation qui diminue, l'autre qui augmente à travers la réaction. Mais on ne voit pas d'électrons. Si on voit des électrons, c'est une demi-réaction. Si on ne voit pas d'électrons, c'est une réaction d'oxydation complète. Et si on a un oxydant plus un réducteur plus des électrons, c'est qu'on a écrit n'importe quoi et que c'est juste du gloubi-boulga, voilà. Vous êtes un peu jeune pour savoir ce que c'est que le gloubi-boulga, mais vous regarderez sur Wikipédia ce que c'est que le gloubi-boulga. Ok? Est-ce que c'est bon là? Bon. Ouf! Ah, c'est plus dur. Enfin, non, c'est plus dur. C'est pas plus dur. La réaction, elle est déjà équilibrée. Alors, vu que la réaction est déjà là, est déjà équilibrée, vous avez juste à déterminer le nombre d'électrons. Ça ne devrait pas être trop dur. Et voir à quoi est égal le quotient des activités de la réaction telle qu'elle est écrite. C'est tout. Rien d'autre. Donc en gros, tout le boulot a déjà été fait, hein, ce qu'on a fait dans les 2 premiers exercices, les 3 premiers exercices. Et voilà, vous pouvez appuyer sur vos boutons aussi pour répondre. Et je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui regardent la vidéo là. De temps en temps, il y a la vidéo qui lag, qui fait des trucs un peu particuliers, mais c'est parce que je suis obligé d'utiliser mon téléphone pour relier la caméra avec la tablette, parce que le Wi-Fi est tellement mauvais dans ce bâtiment que ça ne passait pas avec le Wi-Fi. Donc, ce qui explique que la vidéo, elle lag quelquefois. Alors, où vous en êtes là? Ouais, ou des effets flash, parce que ça fait un peu the flash là, hein, sur la vidéo. Enfin, ça c'est plus sympa que les vidéos que les trucs qu'il a. Enfin bref, c'est pas grave. Vous en êtes à... Allez, les derniers, je laisse les 15 dernières secondes pour la réponse. Donc, point numéro 1, sur le 006 ou 003. On est à 298, c'était dans l'énoncé. D'accord? Mais il y a 2 électrons. Ils sont ici. Donc, on sera à 006 divisé par 2. C'est donc bien un 003 qu'on attend. OK? Avec un log décimal. Donc, on attend, ici, on est à 298 Kelvin. Donc, on attend un 0,06 divisé par 2 log décimal. Si c'est un log dépérien, c'est pas bon. On n'a que des logs décimaux, c'est parfait. Donc ça élimine de fait les réponses A et E et C. D'accord? Parce que c'est pas le bon coefficient qui est indiqué. Ensuite, au niveau du quotient des activités, on a donc CH3, CH2, OH. Ce sont toutes des espèces qui sont en solution. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrire les activités. D'accord? J'écris directement les concentrations parce que je sais que ce sera remplacé par les concentrations. Et je gagne un peu de temps. De l'autre côté, j'ai mon éthanal, CH3, CHO. C'est comme ça qu'on abrège l'éthanal. D'accord? Et j'ai besoin de H+, au carré, puisqu'il est avec un coefficient stoichiométrique de 2. Et je sais que les électrons, ce sera 1 en termes d'activité, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Eh bien ça, c'est la proposition E, que vous avez bien répondu à 47%.
D'accord? Voilà. La proposition B, elle était là pour ceux qui voulaient à tout prix mettre du H2. Hein, d'accord? Et s'évertuer à ne pas mettre les électrons d'abord. Mais là, c'était déjà équilibré, hein, donc ce n'est pas un souci. Hein, vous avez juste à regarder. Quelle est la valeur de la différence de potentiel de référence entre les deux couples? Entre les deux couples. Et ça répond à ta question de tout à l'heure. Là, il n'y a rien de précisé. D'accord? Donc, on va les mettre dans leur forme qui fonctionne, dans la forme canonique. D'accord? Celle qui va conduire à une réaction, effectivement. Donc, avec un delta E qui est positif. OK? Puisqu'il n'y a rien d'indiqué ici. Allez, on a encore une quarantaine qui se posent des questions. Mais vous pouvez les poser à votre voisin, la question. Hein, aussi. Allez, 15 secondes encore. Ah, il y a encore deux sujets. Alors, qu'est-ce que ça dit? 43%. On reste aux alentours des 40% de bonne réponse. Hein. Donc, essayez d'être plus clair. Mon delta E, c'est toujours E cathode moins E anode. C'est toujours ce que j'ai. Mais là, je n'ai aucune indication. Aucune indication. Donc, je me mets dans le cas d'une pile. D'accord? Je me mets dans le cas d'une pile parce que je n'ai pas d'indication. On ne m'a rien dit. Donc, je me mets dans le cas où ça fonctionne. D'accord? Donc, ce sera aussi un red moins ox, mais surtout, la plus positive moins la plus négative, la plus grande moins la plus petite, de manière à obtenir, dans le cas d'une pile, un delta E qui sera plus grand que 0. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire mon, le plus 0,223 moins 0,11, 0,333 volts. La réponse B. D'accord? Mais c'est parce que là, je n'ai pas d'indication. Donc si je n'ai pas d'indication, je me place
dans la situation normale, la situation de fonctionnement. Ce qui veut dire que j'en déduis, après, quel est le couple qui s'oxyde et quel est le couple qui se réduit, en fait, hein, quand je mets ces deux espèces en présence. D'accord ? Ça me permet d'en déduire ce qui va effectivement se passer, si je les mets en présence. Et puisque on fait réagir les deux espèces, on doit avoir une équation normale, et maintenant je sais dans quel sens, par rapport à la question précédente, je sais quel est le couple qui s'oxyde, quel est le couple qui se réduit, donc je sais quelle est la réaction globale, qui va être la combinaison des deux demi-réactions, on est bien d'accord, mais donc dans un sens particulier. Ah, j'ai pas fait attention, mais d'oxygène. À la question précédente, on a établi que la réaction de réduction, c'était celle de réduction de l'éthanal en éthanol. D'accord ? Et que la réaction d'oxydation, c'était l'oxydation de NADH en NAD+. D'accord ? Donc on a celle-ci dans le bon sens, celle-ci en sens inverse. Donc si vous additionnez les deux, ça fait le CH3 CHO plus H+. J'en mets pas deux parce qu'il y en a un de l'autre côté. D'accord ? Il y en a deux d'un côté et un de l'autre. Donc il va m'en rester qu'un. Plus NADH qui va donner, je l'écris en dessous, excusez-moi, CH3 CH2 OH plus NAD+. C'est ça la réaction, d'accord ? Et je sais que c'est dans ce sens-là par rapport à ce que j'avais calculé juste avant. Oui. Ce que tu as calculé avant, qui donnait donc plus 0,333, c'était la cathode moins l'anode. La réaction de réduction moins la réaction d'oxydation. Et celle de la réduction, dans une pile, c'était celle qui était la plus positive. C'était 0,223. Et c'était pour l'éthanal vers l'éthanol. Donc, je sais que la réaction de réduction, c'est de l'éthanal vers l'éthanol. D'accord ? Ouais. Et à contrario, hein, c'est que l'autre, c'était l'oxydation. Donc, l'oxydation, c'était celle du NADH vers NAD+. OK ?
Donc là, maintenant, il suffit de le remettre dedans. En fait, vous reprenez les éléments, d'accord? Il suffit de regarder, même à la limite. La seule qui correspond, où on trouve au-dessus les produits, celui-là et celui-là, en dessous ces trucs-là, c'est celle-ci. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez la réaction complète, bah, il suffit de regarder, là, puisque c'est directement proposé. Mais pourquoi c'est 0,03? Ben, c'est parce qu'il y a toujours 2 électrons qui sont échangés. Hein. À chaque fois, on a 2 électrons, donc on divise par 2 pour le N. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, j'ai même pas entendu la... La question 6, celle qui était juste avant. Ce qu'on a calculé, le delta E, oui, c'est celui-là, de la réaction qui est ici. D'accord? C'est le delta E de cette réaction-là oui, qu'on a calculé. C'est bon? Allez. L'acide lactique, ça va aller vite ça. Acide lactique et acide pyruvique. C'est comme précédemment. Hein. Là, c'est au lasso, c'est juste du dessin ici. Donc, vous devez déterminer si c'est une réaction, quand on passe de l'acide lactique à l'acide pyruvique, si c'est une réaction d'oxydation, de réduction, une réaction d'oxydoréduction complète. Est-ce que ça peut? Bah, non, il faut un oxydant et un réducteur pour avoir une réaction d'oxydation complète. Là, on n'a qu'un seul composé. D'accord? Donc, de toute façon, on peut déjà éliminer cette réponse-là. D'accord? Il nous faut un oxydant et un réducteur. Donc, c'est réglé, ça ne marche pas. On n'a que 2 molécules. Une réaction acide-base. Bon, à la limite, on a des acides. Donc, mais une réaction acide-base, vous avez commencé à voir ça avec Yves Guillaume. C'est quand on a un acide qui perd, dans la version la plus simple, un H+, pour donner sa base conjuguée. L'acide pyruvique, ce n'est pas la base conjuguée de l'acide lactique, c'est un autre acide. D'accord? On n'a pas de base conjuguée ici. Donc, ça ne peut pas être une réaction acide-base. Ça, c'est forcément pas bon. Maintenant, il nous reste la possibilité que ce ne soit pas une oxydoréduction, une réaction d'oxydation, une réaction de réduction. Ça, c'est toujours possible. Donc, il nous reste quand même plus que 3 possibilités. OK? Et comment on sait si c'est une réaction d'oxydation ou de réduction? Ben, on a une réaction d'oxydation si on a une augmentation du nombre d'oxydations. On a une réduction si on a une réduction du nombre d'oxydations d'au moins un atome de la molécule. Quel est le seul atome de la molécule qui peut effectivement changer de nombre d'oxydations? Mais dans les faits, si vous regardez bien, ça ne peut pas être dans cette partie-là, parce que c'est la même ici. C'est réglé. Ça ne peut pas être dans cette partie-là, parce que c'est la même ici. C'est réglé. C'est forcément au milieu. D'accord? L'oxygène. Ici, est-ce qu'on peut avoir un peroxyde sur les 2 molécules que vous avez? Non. Ça veut dire qu'il est à -2 des 2 côtés. D'accord? Parce qu'il n'est pas dans une situation où il ne peut pas être à -2. Donc, ce n'est pas l'oxygène non plus. L'hydrogène, est-ce qu'il peut être à autre chose que +1 ici? Il n'y a pas de métal, donc ça ne peut pas être un hydrure. D'accord? Donc, ce n'est pas l'hydrogène non plus. En fait, on a un seul candidat. Le seul atome dans les 2 molécules qui peut éventuellement changer de nombre d'oxydation, c'est le carbone numéro 2. D'accord? Il n'y a que lui, éventuellement, qui peut avoir changé de nombre d'oxydation. Donc, ça veut dire que tout le reste, on ne s'en occupe pas, on se concentre uniquement sur celui-là. C'est le seul qui change effectivement d'environnement électronique. Donc on se concentre uniquement sur celui-là et on gagne du temps en fait. Après on peut les faire tous les uns après les autres, hein. Mais tous les autres, ça ne servira à rien. Ils vont tous rester exactement au même niveau d'oxydation. Donc là on fait juste du dessin. Alors juste pour celui-là, là,
D'accord? Vu comme il est placé, en fait, il vaut peut-être mieux le redessiner. Je vais mettre là. Il vaut peut-être mieux le redessiner sous cette forme-là. Comme tout à l'heure, parce que sinon, c'est difficile de répartir les électrons. Et on est bien d'accord, là, c'est match nul. Là, c'est perdu. Là, pardon, oups, j'ai fait une bêtise, là, juste à la fin. Non. Top. Ah, je suis allé un peu fort, là. Je reprends mon stylo, ok. Là, c'est gagné. Donc, en gros, il en perd un, il en gagne un. Ben, il n'a rien perdu, rien gagné. S'il n'a rien perdu, rien gagné, c'est-à-dire qu'il est à quel niveau d'oxydation? 0, d'accord? Pas de perte, pas de gain. Il est à 0, celui-ci. On est d'accord? Ce qui n'est pas le cas pour le deuxième, par contre. Parce que pour le deuxième, je vais faire juste un petit peu de vide, là. Pour pas que ça gêne. Pour le deuxième, on a toujours match nul ici, mais là, clairement, il en perd 2 d'un coup. Et il n'en regagne pas. Donc, il est à plus 2. Ben voilà, il passe de 0 à plus 2. Son nombre d'oxydation a augmenté. C'est donc une oxydation. C'est la définition même de ce qu'est une oxydation. Alors maintenant, on va être d'accord que toutes les réponses suivantes, elles sont juste des évidences. Je ne vais même pas vous laisser appuyer sur les boutons parce que c'est juste ridicule, d'accord? Quel atome change de niveau d'oxydation? Ben, c'est ce que je vous ai dit au départ. Pour pouvoir trouver quel était l'atome qui changeait de niveau d'oxydation, il fallait savoir quel atome changeait de niveau d'oxydation, d'accord? Le seul qui était possible. Donc oui, évidemment, c'est celui-ci, d'accord? C'est le deuxième carbone. Donc voilà, en gros, ça, ce n'est pas vraiment une question, au sens où on est obligé d'avoir déjà la réponse quand on a fait la question précédente. C'est des points qui sont donnés alors? Ben oui, c'est des points qui sont donnés. Faire la question précédente, ça prend du temps, un petit peu de temps, d'accord? Donc, en fait, il y a 2 questions successives qui rapportent des points. Mais on a déjà les résultats dès l'instant où on a fait la première. Donc c'est celui-là. On est bien d'accord que les atomes d'oxygène, ils étaient, enfin, d'un côté et de l'autre, ils sont à -2, et l'hydrogène était à +1 des 2 côtés. Mais on avait besoin d'avoir déjà fait ce raisonnement au niveau de la question précédente. Donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, uniquement cette réponse-là. Et puis, quand on a celle-ci, ben, puisqu'on a dit qu'ici on était à 0, que là, on est à +2, d'accord? Et on l'a déjà dit. C'est que le nombre d'électrons échangés, c'est forcément 2. D'accord? Il n'y a pas à recalculer. Le nombre d'électrons échangés, c'est la variation du nombre d'oxydation, qui est égal à 2. Donc, c'est 2 électrons. Voilà. Donc, c'est toujours, en fait, les résultats de la première question qu'on continue à exploiter, hein, qui continue à rapporter des points. Donc, la bonne réponse, hein, c'est 2. D'accord? Parce que delta, pardon, j'écris n'importe quoi, delta NO, enfin, la valeur absolue de delta NO, c'est le nombre d'électrons. D'accord? Donc voilà. Comment s'écrit? Ah ben là, voilà, il y a enfin à nouveau du boulot, quand même. Hein, un petit peu, pas exagérer non plus. Mais là, il y a à nouveau effectivement quelque chose à faire. Et on est bien d'accord que ce quelque chose à faire, c'est d'équilibrer la réaction. Hein. Parce que vous ne pouvez pas établir la relation de Nernst tant que vous n'avez pas équilibré la réaction. Donc, trouver combien d'électrons sont échangés, mais ça c'est bon, on vient de le faire, et écrire le quotient des activités.
On est tous d'accord que la proposition 5, elle est forcément fausse. Ben oui, si on a une variation du nombre d'oxydations et qu'on a dit que c'était une oxydation, d'accord, forcément, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc oui, il y a une loi de Nernst. Comme je veux garder au moins 10 minutes pour le dernier, voilà, garder les 10 minutes pour le dernier, essayez d'aller vite parce qu'en fait, ça va vite. On est d'accord, hein, là on est à 0. Là, plus 2. Allez, on n'a plus beaucoup qui n'ont pas répondu. Les 15 dernières secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. « 62% de bonnes réponses. Ouais, j'ai décidé de voir la bouteille plutôt pleine. Si on est passé de 0 à plus 2, c'est que ça, c'est la forme oxydée. Donc que les électrons vont de ce côté-là, on est d'accord? Donc que ça, c'est la forme réduite. Ah, elle est écrite à l'envers. C'est embêtant? Non. Je veux dire, on veut me la faire dans ce sens-là, je la prends dans ce sens-là, quoi. Je ne me pose pas de questions. Okay, on me dit, dans ce sens-là, je prends dans ce sens-là. D'accord? Je n'ai pas à respecter la forme canonique quand on m'impose un sens. Okay, donc, les électrons sont de ce côté-là. Combien? Mais on le sait, il y en a 2, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc là, il n'y a pas de problème. Ben donc, ça veut dire que j'ai déjà fait toute la première partie. Maintenant, je m'occupe des atomes périphériques. Les atomes périphériques, c'est quoi? Ben, manifestement, il manque 2 hydrogènes du côté de l'acide pyruvique. D'accord? C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Hein, d'accord? J'ai 2 hydrogènes de trop une fois que je suis passé de l'acide lactique à l'acide pyruvique pour faire la double liaison. Donc ici, je dois avoir de l'hydrogène. Et on est bien d'accord que ça ne peut pas être H2 parce que H2 est au niveau d'oxydation 0. Donc c'est forcément des H+, et il en faut 2. Ceci étant dit, vous aurez remarqué, hein, ceux qui voulaient mettre à tout prix H2, ils étaient satisfaits. Hein. J'en avais mis partout. D'accord? Bon, maintenant, il suffit de regarder la formule qu'on a, hein, celle qui correspond. C'est celle-là. Je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est forcément celle-là. Voilà. Enfin, c'est forcément celle-là parce que c'est la seule qui correspond. On y trouve bien l'acide pyruvique et les H+ au carré en haut, c'est normal, ce sont des produits, d'accord? Et on y trouve bien l'acide lactique en dessous, puisque c'est un réactif. Pas de souci. C'est bon? Alors, 2018 cette fois-ci. Alors, 2018, l'ADP qui se transforme en ATP par c'est compliqué à dire, phosphorylation oxydative. Vous aviez un petit bout, enfin, en tout cas à l'époque, ils avaient un petit bout du tableau périodique, d'accord? Il n'y avait pas encore, cette année-là, il n'y avait pas encore les cours qui étaient autorisés. Donc le bout du tableau périodique, il était rajouté directement dans le sujet parce que les cours n'étaient pas autorisés. Là, un exercice comme ça, il n'y aura pas le bout du tableau périodique, vous êtes supposé avoir ça dans vos notes, hein, d'accord? Mais en attendant, ce
qui est intéressant de constater dans ce tableau, mais je vais le noter directement là parce qu'on l'a sous les yeux, c'est que le phosphore et l'oxygène ne sont pas placés n'importe comment, l'un par rapport à l'autre. Ils sont sur la diagonale qui va du bas gauche vers haut droite. Donc, de fait, il n'y a aucune ambiguïté. L'oxygène est plus électronégatif que le phosphore. D'accord? C'est établi. On est sur la bonne diagonale. C'est important parce que on nous demande juste après d'établir donc le nombre d'oxydation du phosphore dans cette molécule. Et encore une fois, puisqu'on a la formule selon Lewis, c'est juste du dessin. D'accord? Encore une fois, juste du dessin. Et le tableau périodique nous indique que pour cette espèce bizarre qu'on n'avait pas vue jusque-là, d'accord, le phosphore, ce n'est pas compliqué, le phosphore est moins électronégatif que l'oxygène. Et vous voyez que dans la molécule, le phosphore, il n'est en contact qu'avec l'oxygène. D'accord? Qu'avec l'oxygène. Ben, s'il est en contact qu'avec l'oxygène, ça veut dire qu'il perd à chaque fois? Ben oui, il perd à chaque fois. Et si vous regardez bien, ça veut dire que, regardez, là il en perd 2, là il en perd 1, encore 1 et encore 1. Il en perd 5. Mais regardez le deuxième. Ben, le deuxième, il a exactement le même environnement. Le phosphore, il perd à chaque fois 5 électrons. Il est donc forcément à plus 5. Voilà. Et c'est juste du dessin, on est d'accord, hein? Même chose que ce qu'on a déjà fait, juste du dessin, et sur le simple constat que l'oxygène est plus électronégatif. Le nombre d'oxydation, non, le nombre d'oxydation du phosphore, donc de l'atome de phosphore. C'est plus 5 la réponse. D'accord? C'est plus 5. Il y en a 2, donc pour la molécule, ce serait plus 10. Mais là, c'est du phosphore, donc de l'élément phosphore. L'élément phosphore, ici, il est à plus 5. OK? C'est bon pour tout le monde? Ben, maintenant, on passe à la deuxième question. Quel est le nombre d'oxydation du phosphore dans la TP? Regardez bien la molécule. C'est pareil. Il y en a juste 3 cette fois-ci. Mais ils sont les 3, à nouveau, exactement dans le même environnement. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de refaire le boulot qu'on vient de faire. Hein. C'est pas, enfin, si vous voulez refaire les dessins, vous les refaites, hein, évidemment. Okay? Mais il n'y a même pas besoin de refaire les dessins. C'est le même environnement, donc c'est le même résultat. Le phosphore est à plus 5. Et si on regarde la question suivante, et là, vous pouvez répondre, lâchez-vous. Attendez, que j'arrive sur la bonne question. Voilà, maintenant, vous pouvez répondre. Ce n'est pas sur la bonne question, j'avais 4 questions de retard. Donc, la réaction qui passe de l'ADP à l'ATP, c'est une oxydation, une réaction d'oxydoréduction complète. Une réaction acide-base, ben oui, après tout, il y a H3O+, à l'intérieur, hein. Donc H3PO4, je veux dire, de l'acide phosphorique. Donc, pourquoi pas? Ou autre chose. Alors, on peut éliminer tout de suite, encore une fois, la réaction acide-base. Si c'était une réaction acide-base, il faudrait qu'on ait des phosphates de l'autre côté. On n'a pas de phosphate, ou d'hydrogéno, ou de dihydrogénophosphate. Donc, c'est réglé, c'est pas acide-base. Voilà, ça, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas au carbone et à tous les autres atomes qu'il y a dans la molécule d'ADP et d'ATP? Ben, toute cette partie de la molécule, elle ne change pas, elle a exactement la même structure. Donc si elle a exactement la même structure, forcément, elle ne change pas de niveau d'oxydation, d'accord? Donc on n'a pas besoin de s'en occuper. On s'intéresse qu'à la partie qui change éventuellement, d'accord? Celle qui concerne le phosphore. Le reste, on s'en fiche.
Allez, les 15 dernières secondes, pour qu'on soit dans les temps. Je regarde. 35%. Si on était à 5 et qu'on va à 5, c'est qu'on n'a pas de variation du nombre d'oxydation. Si on n'a pas de variation du nombre d'oxydation, c'est que ce n'est pas une oxydation ni une réduction. Donc ce n'est pas une oxydation, ce n'est pas une réduction, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction, c'est un autre type de réaction. D'accord ? Qui est la catégorie de réaction la plus importante. Hein. La plupart des réactions sont dans cette catégorie-là, hein, de autre chose, d'accord, que de l'oxydoréduction ou des réactions acide-base. Ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Il n'y a pas de variation du nombre d'oxydation. D'accord ? Donc la bonne réponse, on est bien d'accord, c'est celle-ci. Puis maintenant, puisque ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction, combien d'électrons sont échangés? Ben 0, puisque ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Puisque ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction, comment s'écrit la loi de Nernst? Ben elle ne s'écrit pas, puisque ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Voilà. Donc finalement, hein, il était plutôt simple ce sujet-là. Enfin, moi je trouve qu'il était plutôt simple ce sujet-là. Allez, bonne soirée.